Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. En fait, aujourd'hui, c'est le podcast Encyclique de Jonathan Berroy et Benoît Simard. Un podcast sur tout ce qui touche de près ou de loin au vélo. Cette semaine, on fait une collaboration entre podcasters afin de permettre aux communautés de l'un et de l'autre de se découvrir. Jonathan Berroy a fait le tour du monde à vélo. Il est journaliste, auteur et vidéaste. Il écrit pour Vélo Mag et il a publié 2 best-sellers, Les histoires à dormir dehors. On le retrouve sur jonathanberroy.com et sur tous les réseaux sociaux via le @JonathanBerroy. Quant à Benoît, il a fait tous les métiers cyclistes, d'athlète professionnel à propriétaire de boutiques de sport, en passant par mécano, graphiste et acheteur en Asie. Le duo reçoivent des invités la moitié des épisodes et l'autre moitié, ils approfondissent des sujets techniques et des destinations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Jonathan raconte son voyage de bikepacking en faisant le Turin-Nice Challenge. Une épopée à travers d'anciennes routes militaires dans les Alpes italiennes. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je vais faire Gralps sous peu et Gralps suit approximativement le même tracé. Bref, sans plus tarder, allons les écouter. Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy. Et moi, Benoît Simard. Benoît, début septembre, j'ai fait un voyage très court pour moi, 2 semaines seulement. Juste 2 semaines, Joe? Écoute, c'était ce que j'appelle une longue fin de semaine. Je suis allé en Italie, un peu en France, mais particulièrement en Italie, faire la route. C'est une route qui existe déjà, c'est pas moi qui l'ai inventée. Ça s'appelle le Turin-Nice. Et ça, c'est ce que je vais te parler aujourd'hui dans l'épisode. Oui. Dans le fond, ce Je voyage. pas semblant d'être surpris. Tout le monde, j'étais au courant déjà. Là. Non, mais tu ne connais pas tous les détails parce que En fait, à chaque fois que Joe fait une aventure comme ça, il veut plus me parler pendant tout le temps qu'il y a après l'aventure et un enregistrement de peur de me dire des punchs. Mais j'aime ça avoir ta première réaction. Là. Tu connais peut-être quelques trucs, comme par exemple le fait que j'ai jamais eu froid comme ça de toute ma vie. Ben voyons donc! oui. Malgré le fait que j'ai déjà campé à plus froid que ça. Le plus froid que j'ai campé, moi, c'est -12. C'était au Kirghizistan. Mais j'avais plus d'équipement. Là, vu que C'était plus sec aussi? Oui, ouais, il y a ça. Il y avait moins de vent. Là, il y avait beaucoup de vent. Je te raconterai ça quand on va être rendu là chronologiquement. Là, mais grosso modo, là, j'avais essayé d'y aller plus en gros guillemets ultra light, c'est-à-dire 70 livres. Mais comparé à mon vélo que j'avais pour mon tour du monde, avec l'équipement, ça pesait 120. Fait que, il y avait quand même presque la moitié de différence. Pratiquement la moitié quand même, mais on dirait que mon corps avait, depuis ce temps... T'avais pas amené tes poids et haltères pour t'entraîner cette fois-ci? Non, comme Sangoku, quand il s'entraîne dans Dragon Ball, il se met des poids aux chevilles. Shout out c'est une belle référence. Un ami du podcast, Sangoku. Alors, le Turin-Nice, je ne sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. Ça a parti en 2015, cet itinéraire-là, c'est en fait, puis étonnamment... C'est plus récent que je pensais. C'est pas une route mythique, historique, là. C'est un Britannique qui s'appelle James quelque chose. Bonjour, James. Tu vois, j'aurais dû écrire son nom de famille. Et lui, il a développé à travers des anciennes routes militaires. C'est un itinéraire d'à peu près 700 km qui passe à travers les Alpes, majoritairement du côté italien, mais avec des incursions du côté français. À peu près 15 000 mètres de dénivelé. Puis là, je dis à peu près parce que ça change à chaque année selon... Est-ce qu'il y a eu des inondations? Est-ce qu'il y a eu 10 000 façons de... Oui, pas 10 000 façons, c'est une ligne qui se rend quelque part, mais après ça, tu prends un village, tu prends l'autre. Oui, t'es pas obligé de suivre exactement ce que lui propose. Pendant longtemps, il y a eu, quelques années, il y a eu un grand départ. Partant de... Ça, nous autres, on est des habitués de ça. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Là, mais... du Log Drivers. Tabarouette, tu t'en rappelles? Là, il y a plus de grand départ maintenant, puis de ce que j'ai compris, c'est une question d'assurance, mais il propose quand même l'itinéraire à chaque année, puis il le remet à jour, donc en fonction des réparations de route ou des routes fermées ou tout ça. Et j'ai fait ça avec 2 amis
européens, Bragg. Il y en a un qui est allemand avec lequel j'avais roulé 3 fois par le passé, à 3 reprises, là, en Asie centrale, en Birmanie et au Chili, Bragg. Oui, c'est quand même une consécration de Bragg aujourd'hui. Et après ça, le 3e, on avait roulé les 3 ensemble au Chili. C'est un Italien qu'on avait dépassé sur la Carretera Austral. Ceux qui ne sont pas au courant, Jonathan a écrit un livre dans lequel c'est décrit, ça. Oui, et même deux. Et tu sais, tu as acheté plusieurs copies, les 2. T'en donnes à ton entourage, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée. Encore un que tu m'as photographié. Ben, quand on va être vraiment amis, je te l'autographiera. Fait que l'Italien, on l'avait rencontré, il dormait sur le bord de la route. Et moi, ça me plaît, ça, quelqu'un qui arrête sa journée pour dormir. Fait que là, on a roulé au Chili ensemble. Puis ça faisait 5 ans qu'on s'était pas vus, les 3 ensemble, pour rouler. Et comble de bonheur, ben cet Italien-là, qui s'appelle Davide Pasqualetto, et donc surnommé Pasco, lui habite à Turin. Donc, toute la première partie, là, c'était comme son arrière-cour. On part directement de chez lui. Puis, il est à 1 ou 2 kilomètres du grand départ. Ouais. En tout cas, du point du grand départ auquel on a pris une photo. T'expliquer un peu, puis c'est une route que je conseille. Hein, donc, si les gens sont intéressés, je vais expliquer un peu comment on peut faire pour se rendre là. Turin, c'est pas desservi directement à Montréal. Que j'avais fait à quel endroit, ouais? Ben, le moins cher, puis le plus commun, en fait, il y a beaucoup de vols, hein, Montréal, soit Air Canada ou Air Transat avec la France. Donc, puis vu qu'on terminait à Nice, les vols, généralement, sont moins chers quand on fait un aller-retour à la même ville. Fait que moi, j'arrive à Nice. La même journée, je prends un autobus. Là, c'était un vol direct, ce qui est merveilleux. J'avais pris une boîte de carton. Je la laisse là, mais en fait, j'arrive suffisamment à temps. Tout va bien. Je sors de l'aéroport, puis j'arrive à temps pour prendre mon Flexbus. Je sais pas si tu as déjà pris ça. Non, jamais. Mais d'ailleurs, tu peux mettre le vélo puis ciao bye? Ou... Ben, c'est une compagnie d'autobus qui est quand même pas mal populaire en Europe, mais j'ai vu qu'il y en avait aux États-Unis aussi. Je suis pas certain qu'il y en ait au Canada, je ne crois pas. Mais en ligne, j'avais payé pour mettre mon vélo. Ils disent, on n'est pas certain s'il y a des supports en arrière. C'est un peu un gamble. Là. Et là, le premier conducteur ne voulait pas que je prenne parce que c'était pas le bon billet. Là. Malgré que son autobus, il y a 48 places, mais il y a 3 personnes dedans. Il dit non, il faut que tu prennes le prochain autobus dans 6 heures. Et là, vu que j'étais pratiquement à la seconde près, j'avais même pas le temps de le changer en ligne. Par Donc, contre, t'as attendu les 6 heures. Ouais, là, j'ai attendu les 6 heures à Nice, mais... il y a des pires places, là, je te dirais. Ben... Hey, t'étais juste à côté du hashtag I love Nice. Oui, t'es déjà allé, Bragg. Au premier Bragg pour toi. Et oui, mais en plus, l'aéroport à Nice, il est à côté ou pratiquement du centre-ville. Là, il y a moyen de se rendre, mais il pleuvait. Puis avec une boîte, là, j'avais personne pour m'aider non plus. Est-ce que je remonte mon vélo, je savais pas. Fait que je demande au pilote de l'autobus. Puis ils vont très vite là-bas. Et est-ce que c'est mieux que je laisse mon vélo dans la boîte ou que je l'enlève? Quand il dit le mot boîte là-bas, est-ce qu'il comprend ou est-ce que tu dois dire carton? J'ai dit box parce que je pense qu'il était roumain ou quelque chose. Il n'a assurément pas la langue. On n'avait pas de langue commune. The box. The box, ouais, c'est ça. Puis il me dit non, assurément dans ta boîte. Et là, j'attends 6 heures et le prochain pilote d'autobus me dit non, là, ça, t'enlèves ça de la boîte. Hey, ça se parle là-bas. Hein? Hey, là, puis c'est pour ça que je dis c'est comme un gamble parce qu'il n'y avait pas de support en arrière. Puis si t'avais sorti déjà ton vélo de la boîte, là, t'aurais été coincé. Mais tu sais pas, là, d'avance, là. Puis là, pourquoi le sortir de la boîte alors que si la boîte, là, je peux la rentrer en dessous, directement verticale. Mais là, il me dit, tu sors tout ça. Alors là, ce que j'avais, c'est un vélo en différentes pièces détachées, plein de sacs, qui prend... J'ai pris la moitié de l'espace en dessous au lieu de prendre 10%. Mais bon. Et là, je pars, je me rends, j'arrive à Turin. Il y a mon ami. C'est combien de temps, Turin-Nice? Quand même plusieurs heures, mais je dirais, c'est pas si pire. C'est comme 5 heures, j'ai des autoroutes quand même pas mal? Ou ça va quand même, on passe par
par l'Italie. Là, on suit oui, excusez, évidemment, là, mais dans le sens qu'on ne traverse pas les Alpes. On passe par la côte, puis après ça remonte. Fait que Ventimiglia, là, qui est la ville sur la côte, puis après ça, on remonte vers Turin. Ça se fait quand même assez bien. Bref, écoute, je remonte mon vélo, tout ça là-bas, puis j'allais dire que mon ami, tu sais, les autos italiennes, qui a comme une Fiat gros comme un vélo cargo, là. Fait que là, mon ami qui est comme, comment on va faire pour rentrer ça? T'sais, on l'a rentré pratiquement avec la roue par-dessus moi dans son auto, là, qui était venu me chercher puis qui était rendu tard. Et là, Pasco, son auto, est-ce qu'elle est comme son vélo? C'est-à-dire... Je pense à ses vintage et... Non, là, je vais t'en parler, là. Oh. C'est pas Pasco. Pasco, il y avait un vélo de gravel, correct, et c'est Freddy. Freddy, c'est l'allemand. Son vrai nom, c'est Frédéric Fritz. Tu sais, tu peux pas être plus allemand que ça. Puis, en plus, ce que j'ai appris que récemment, ça fait des années que je connais Freddy, mais je savais pas que Fritz, c'était un diminutif de Freddy, de Frédéric. Fait qu'en réalité... s'appelle Frédéric. Ouais, à peu près. C'est ça. Et c'est comme le Fujiyama, tu sais, ou le mont Fujiyama. Il y a beaucoup de langues que c'est comme ça. C'est comme le mont... Bragg. T'aurais dû dire Bragg après celle-là. Après Frédéric Fritz ou après Fujiyama? Après Fujiyama. Regarde, là, je peux pas faire des brags tout le temps, là, à un moment donné, ça s'appelle pas en Sea-Brag, là. Retrouvailles. Je rencontre l'épouse de Frédéric qui est rendue mariée avec une Argentine. Lui, c'est quoi? Son épouse est mariée avec une Argentine ou... Lui-même, elle-même est argentine et ils sont mariés ensemble. Ils se sont mariés au Danemark, mais ce sera le sujet d'un autre podcast. OK. Alors, je te disais, oui, tu as évoqué le vélo de Fred. OK, Fred, ce qui le démarque, c'est qu'il aime l'aventure, mais pour lui, je crois que c'est la 4e ou 5e fois dans sa vie. Il est dans mi-trentaine, puis ça fait 4 ou 5 fois dans sa vie qu'il prend une année sabbatique pour faire des voyages. Ah non, c'est fou. Puis vraiment une année complète. Comme là, présentement, il est à nouveau en année sabbatique. Il est enseignant. Là, il fait le tour de l'Europe. L'éducation peut bien aller mal. Non, je pense que ça va assez bien en Allemagne. Oui. Encore là, un autre sujet différent. Mais beaucoup, les différences entre les systèmes d'éducation sont intéressantes. Tu me pars vraiment, là, mais on recevra Freddy Fritz à un moment donné. Non, lui, il faisait le tour de l'Europe. Fait qu'il avait déjà traversé les Alpes du Nord, là, en partance de l'Allemagne, du Suisse, puis vers Turin. Et son vélo, c'est un Bianchi qui était celui de son père. Je pense que c'est un 2002, mais peut-être qu'il est plus vieux que ça. Mais tu sais, c'est pas grave, là. Mais le look, c'est incroyable. Le look avait l'âge du vélo ou c'était... Écoute, il avait pas l'air moderne? Il y avait une petite fourche à suspension élastomère, là, tu sais, avec la petite suspension, genre 2 pouces en caoutchouc. Mais vu que elle ne fonctionnait pas, elle était bloquée, mais parce que c'était une suspension, il y avait pas d'œillet, donc il n'y avait pas cru bon mettre une autre façon. Il aurait pu installer un support à bagages en avant. Mais il connaît rien dans le vélo. Il a pris ça. Est-ce que ça a 2 roues, des pédales et un guidon? Parfait. Voilà mon vélo pour l'année. Donc, il s'est acheté des sacoches Ortlieb, mais pas les 40 litres. Puis déjà 40 litres, je trouve. C'est énorme. C'est gros. Moi, maintenant, j'ai même plus ça. Là. Je trouve que c'est trop gros. J'ai maximum 35, puis en réalité, j'ai souvent les 25. Et là, lui... donc, 40, c'était trop petit. Je pense que c'est des 70. Écoute, quand tu roules en arrière de lui... Il pouvait dormir dans ses valises le soir. Là, il y avait 100% de ses bagages en arrière. Donc, le 70 et un énorme sac étanche. C'était comme un bateau de rafting. Par-dessus, mis de côté, il y avait un bungee pour retenir ça. Ça pendouillait à côté. De temps en temps, il roulait, il remontait ça. Son vélo pesait une tonne. Et évidemment, la petite boîte à lunch en avant au guidon. Il y avait un gros miroir. Je pense que c'est possiblement un miroir de scooter. J'ai vu celle-là, cette image-là. Le miroir, tu sais, c'est comme un miroir de salle de bain. Boulon, oui. Il a mis, pour avoir maximisé son guidon, il a enlevé son bouchon à gauche de guidon. C'est un guidon droit. Et là, il a punché une branche de bois dans son guidon. Pour l'allonger. Ouais, puis après ça, pour visser avec vraiment là, des
Un collet de plomberie, boulons. let's go. Oui, un collet de plomberie, tu le dis. Il visse ça après, fait que là, t'as comme son énorme, puis là, évidemment, ça bouge, là, à chaque fois que... J'ai pas mentionné, mais c'est au moins la moitié, c'est de la garde, c'est du gravel, est-ce qu'il y vélo avait de une montagne. tasse sur son sac à l'avant? Non, parce Voilà. que Toute sa lui n'est pas crédibilité vient en d'y bikepacking. Freddy ne connaît pas le bikepacking, ok? Il connaît rien là-dedans. Là. Ouais. Lui, comment je peux rentrer Je sais mon pas stock? si tu vas nous amener là plus tard. Je vais pas brûler tout non plus, mais ça fait réaliser à quel point tu prends ton vélo, tu mets des sacs dessus puis tu pars. Au Ben, début, je pense que c'est clair. on a tous là, commencé oui. comme ça. Ben, moi, j'ai commencé comme ça, puis je pense peut-être toi un petit peu aussi. C'est pas poser 20 000 questions. Moi, j'avais un vélo de montagne, j'ai mis un porte-bagages, Mais... je l'ai rempli ça jusqu'au bouchon, puis je suis parti. Oui, tu as tout à fait raison. Tu me ramènes tout le temps dans mon visage quand je te pose des questions ultra précises de est-ce que je devrais prendre une question Là, je vais te dire complètement Fritz. Je vais juste dire Fritz. Non, mais tu me dis tout le temps, hey, moi, j'ai un de mes amis, il a fait le tour du monde sur un vieux Surly. Tu sais, c'est moi. Puis ce vélo-là, je l'ai un peu modifié, mais puis il est meilleur encore que celui que Freddy avait, mais je repartirais pas avec parce que je suis rendu trop snob du Lui, vélo. c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'il refait le même mais genre de pire en pire, hein, parce que quand les fois d'avant, quand on avait pour se voyagé... donner un défi. Il aime Non, l'aventure, il dit non. moi, je vais m'en créer de l'aventure. C'est un peu pour ça, aussi pour se ralentir, mais parce qu'il aime ça, ne pas rouler vite, puis il est quand même très en forme, mais... Moi, ça m'arrive des fois, ça, je me mets consciemment dans une Ouais, position un petit peu difficile, contrôlée, mais difficile. On dirait parce que c'est le challenge qui va avec, Ouais, c'est qu'on comme va quand trouver tu une fais du vélo de solution. montagne avec un vélo de gravel, juste pour... Mais, Ça pourrait être... c'est un autre, c'est un autre sujet, mais Freddy, c'est qu'au-delà de ça, il ne veut rien acheter neuf. C'est vraiment... Ce qui peut être louable. Ben oui, puis en Allemagne, il y a beaucoup de vélos urbains. Hein. Ils se promènent beaucoup plus. Et la plupart des vélos ont des dynamos et des lumières. Fait que lui, sa vieille dynamo, là, Shimano, je sais pas quoi, qui d'ailleurs, sa roue qui se visse avec des boulons et une clé 15 mm. Tu sais que ça fait quand est-ce la dernière fois que tu as vu ça? Là? Jamais. Et... lui, il a trouvé, il me dit, il était fier. Il me dit, ah ouais, hey, ma roue est pas d'origine, là. Je l'ai trouvée dans un genre de dépotoir de vélo. Oui, il s'est acheté un aimant, il a lancé ça dans une rivière, puis il a ramassé des roues. Non, mais il a trouvé la même chose. C'est quand même commun. Puis il dit, elle est pratiquement neuve. Je suis comme, elle est pas pratiquement neuve, là. Mais, Quoi, mais quand 2012? Même, elle fonctionnait bien. Tu sais, puis il voulait avoir des lumières. Ouais. Le fil de lumière était ben trop long, mais il l'a pas ajusté. Tu sais, puis alors que pendant ce temps-là, moi, quelle jante, combien de rayons, puis est-ce que je prends des rayons aérodynamiques, puis au final, c'est quoi? Toute la durée, il était en avant de nous. Parce qu'il poussait, sauf en descente. Mais là, ça, quand tu le vois arriver avec un ensemble comme ça, bon, tu te rappelles de lui sûrement que c'est un gars qui était costaud, puis qui faisait ses trucs, puis était autonome, mais ça te met pas dans la tête comme, bon, qu'est-ce qui va arriver, qui va nous ralentir, qui va briser, puis là, on va devoir attendre. C'est une chance que tu prends. À ce point-là, c'est pas juste d'avoir comme... Est-ce que c'est une déception ou c'est juste drôle? Non. Nous, on le savait. Puis de nous trois, là, si... Moi, j'étais déjà en arrière du lot, là. Mais c'est parce que quand tu as des vitesses plus faciles, mettons, moi et Pasco, là, on avait l'équivalent de 3 ou 4 vitesses plus faciles que Freddy. Fait que Freddy, il est en avant à monter parce qu'il dit, les gars, je suis pas capable de pédaler moins vite que ça. Je suis déjà à un RPM, le tour de pédale, à mon minimum. Plus lent que ça va être ben trop forçant. Ah ouais. Fait que ce qu'il faisait, il clenchait, puis quand il était plus capable, il se mettait à marcher. Puis ses roues, il y avait des 700 par 40 slick, là, évidemment des Schwalbe marathon, là, tu sais, represent Germany. Mais Et tu nous parleras du terrain, j'imagine. Oui, bien c'est ça. C'est minimum moitié vélo de montagne à peu près. Là. Pas des sentiers serrés, mais des anciennes routes militaires. Puis ça peut être 20e siècle, mais ça peut être 18e siècle ou plus. Là, des vieilles routes à travers les Alpes. Ouais. Fait que je t'explique un peu le parcours de ça. On n'a pas cet équivalent-là ici au Canada. Je pense même pas dans les Rocheuses, mais les Alpes, là, comment c'est fait? C'est des longues vallées. Puis Turin, c'est au nord-ouest de l'Italie. Et quand tu décides d'aller, par exemple, à une station de ski ou de traverser la frontière vers la France, vers la Suisse, imagine une main
qui est ouverte. Imagine ta main avec les doigts écartés. Puis tes doigts, ça serait les montagnes. Je suis en train de faire ça, là, actuellement. Oui, je sais, tu le fais. Puis entre tes doigts, ça va être les vallées. Donc, quand tu rentres, il y a une route dans chacune des vallées. Puis là, ça monte vers la montagne. Quand tu arrives, mettons que tu pars de l'extérieur de ta main, puis tu arrives à ta paume, bien là, ça serait ton col. Mais là, nous, ce qu'on fait, au lieu d'aller jusqu'au bout de la vallée et de traverser à un autre pays ou de revenir sur nos pas, cette section-là est asphaltée. Bien là, on rentre par spécifiquement la vallée des Souza, le Val de Suse, et on traverse. Pourquoi il y a autant de dénivelé? C'est qu'on monte de un doigt à l'autre. On monte un doigt, on descend. Tu traverses au milieu. Ben, pas au milieu, de côté. Et là, c'est là qu'il y a les virages en épingle, là, un après l'autre, des dizaines. Ça tourne. La première partie, il y a encore quelques villages. Là, t'es sur la route ou t'es en sentier? Ça, c'est asphalté. Puis, à un moment donné, rendu à peu près à la moitié de la montée et subséquemment de la descente suivante, ça va être de plus en plus... c'est pas de la belle petite roche. Là. Ça devient de plus en plus... gros comme... Est-ce que c'est des stations de ski ou c'est... À certains endroits, pas partout. On en reparlera peut-être un jour, mais j'ai fait la traversée des Grandes Alpes, puis ça ressemblait un petit peu à ça. C'est quasiment en parallèle à ce que tu as fait. Ouais, de l'autre... C'est comme l'équivalent peut-être, mais de l'autre côté en France. Mais dans ton cas, la Grandes Alpes, c'est une route qui est très connue, alors que moi, c'est plus nouveau. Puis je pense que là où ça se différencie, c'est que plus James... sauvage. Oui. Les ouais, roches. Il y a des... Je t'en reparlerai dans trois vallées, là, mais il y en a... Okay. Il y a une section qu'on appelle Petit Pérou. Puis là, tu as l'impression vraiment d'être dans la Cordillère Blanche au Pérou, dans le nord du Pérou, dans les Andes. Puis tu as une autre section qui ressemble, j'avais l'impression d'être en Asie centrale. Que de voyages en Italie. Ah, ben, je veux mentionner aussi donc, on a parlé du vélo de Freddy. Pasco, lui, a une marque italienne, vélo de gravel, là, des roues 27.5, des Vittoria Mescal, en fait, là, 2 pouces. Puis moi, j'ai mon nouveau vélo de cycle Tulipe, que j'avais aussi mis des 650, là, des 27.5, des pneus 2.2. Gros volume. Slick, ouais, très gros volume. Est-ce que quelqu'un t'a conseillé pour ça? Pour du gros volume? Volume over tread? Ben, je sais pas, c'est toi. Oh là C'est là. toi qui m'aurais... Oui, écoute, toi. là, Benoît, des gros pneus et moins de j'ai crampons. moi, j'ai plusieurs amis là, qui font du vélo. Là. T'es pas ma seule. Ah, d'accord. Mais je sais que t'es un... Mais donc, lui, il avait un pneu plus vélo de montagne. Un Même peu format plus. que toi, mais un peu plus de crampons. Ouais, moi, j'avais pas de crampons, puis je vais te dire que c'était pas nécessaire parce que tes crampons, c'est vraiment juste pour la boue, du sable, possiblement de la neige, là, mais il y a à peu près 10 mètres sur la boue, là, peut-être que j'en aurais eu besoin là, sur toute la durée, mais sinon, T'avais 80%. slick, c'est vraiment, avec autant de poids, il y a déjà de la traction là, sur le pneu, donc c'est pas nécessaire. On part de Turin, me connaissant, ça ne te surprendra pas. Première journée, on part à 15 heures. Hey, hein? Le temps de faire beaucoup de kilométrage. Là, j'avais un petit peu un jet lag, mais là, je me suis réveillé à midi. Pasco était allé chercher, en tout cas, une couple d'affaires avant de partir. Mais là, vous habitiez chez lui à ce moment-là? Oui, on est chez lui. Hey, on part à 15 heures. Et là, je pars et sur les sérieux, pistes tu vas aller où Parce que là, déjà, à ce temps-là de l'année, il faisait noir vers 19 heures. Et en plus, dans les montagnes aussi, tu perds comme 1 heure ou 1h30 là, parce que le soleil se cache beaucoup plus rapidement qu'à l'horizon. J'avais demandé au gars, est-ce que, pensez-vous que je dois apporter ma lumière ou installer ma lumière à dynamo? Ah, nous, on en a des lumières. OK, je vais la mettre. Comme premier soir, on roule 1 heure à noirceur. Et là, je dors dans un champ sur le bord de la piste. Là, tu vas encore en terrain connu pour lui ou tu sais, c'était Oui, complètement. Okay, il savait où il s'en allait les premiers. Ouais, parce que il a beaucoup exploré à vélo autour de chez lui aussi. Puis les vallées, c'est très, très commun d'aller. C'est comme, écoute, c'est comme si on part de Montréal puis on est rendu on est rendu à Saint-Jérôme. Là. Oh, ouais. Dormir à Saint-Jérôme dans ta tente. Mettons à côté, en campagne de Saint-Jérôme. Au lac Jérôme. Je pourrais pas te dire. Et puis, fait qu'on part, puis on dort à côté du champ. Puis ce qui est drôle, tu sais, quand on campe dans notre propre pays versus à l'étranger, donc pour moi puis Freddy, on était comme, on campe n'importe où, c'est pas grave. Là. Si quelqu'un arrive,
on peut tout le temps jouer la carte de Du touriste. l'idiot, no comprendo. Puis Pasco, lui, il est à 12 minutes de chez lui. Tu sais, il y a tout le temps ce côté-là que tu peux pas jouer. Hein. Ta carte est comme plus stressée. Ton voisin qui te dit que t'as pas d'affaires chez eux. Exact. Fait que là, lui, il était un peu plus stressé. Mais écoute, on s'éloigne de la piste, puis il y avait un petit peu de pas de brume, mais la mini-pluie. Et là, je n'ai pas de douche. Je me lave avec des petites serviettes humides. Je suis encore un peu décalage. C'est pas si pire. C'est 6 heures, là, mais quand même. Et je me réveille dans la nuit pour aller à la toilette. Le sol, mon vieux, là, j'ai jamais vu ça. C'est couvert d'énormes limaces, là, gros comme pratiquement des petits serpents. Puis il y en a des serpents qui vont vraiment pas vite, là, tu sais. Puis humide, j'en ai partout sur ma tente, tu sais, j'ai des coulisses de limaces sur ma tente, puis j'avais laissé mes chaussures, mes souliers, je n'étais pas clippé cette fois-là. Donc j'ai une paire de chaussures, oui, sont remplis de limaces, man. Une chance j'ai vu avant de mettre le pied. Je sors ça, là je vais, puis marcher là, c'était comme Fort Boyard, là. Je marche, puis comme oh pas là, pas là, pas là. Puis là je me dis, tu sais, il y a le décalage, le fait que 100% du temps que je prends l'avion, j'attrape une grippe. Fait que là, j'ai déjà commencé à avoir mal à la gorge, ce qui va durer toute la durée du voyage, mouché comme un enragé. Là, je suis comme... C'est pas encore commencé, puis... Ouais, tu sais, on a fait 4 heures de vélo, même pas. Là. Puis je suis déjà brûlé. Puis tu sais, l'aventure, là, c'est... Faut que tu changes ton cerveau en mode aventure. Puis ça a pris quand même plusieurs jours avant que j'arrive. Des fois, ça prend plus que 6 heures de décalage pour décaler. Là. Ouais, c'est comme si j'ai pas eu d'adaptation physique, mais mentale. Ça a comme commencé trop vite, puis j'étais pas encore en mode aventure. Moi, j'étais en mode Aperol Spritz. D'habitude, aussitôt que j'embarque dans un avion, je suis capable de faire le switch. Ouais, moi aussi, comme, mais une fois là, que les portes non. sont fermées, puis là, t'as la petite pression dans le banc d'avion là, parce que ça décolle. Là. C'est comme, voilà. Mais la journée, c'était correct. Mais camper avec les limaces le premier soir, c'était comme on dirait que ça m'a déjà découragé. Puis bon, fait que ça... Heureusement que c'était juste une longue fin de semaine de 2 semaines. Ouais, ben non, parce que plus c'est long, plus t'es là, tu t'adaptes, tu deviens en mode. Tu sais, après, c'est devenu correct, mais au début, ça part comme ça. Je te parlais plutôt de la vallée des Souza. C'est la première vallée qu'on prend. Puis je t'ai mentionné que c'est Val de Suse en français. Puis je veux te faire une mini parenthèse là-dessus. Fais-moi une mini parenthèse. Ben, cette région-là, c'est le Piémont. Ou le Piemonte. Puis il y a beaucoup, beaucoup de noms. Selon si tu regardes le nom de la ville là-bas, qui va être en italien, ou le nom de la vallée, dans le cas présent, ou si tu regardes Google Maps, ben là, il va y avoir des noms français. Puis ça, c'est vraiment spécifique à cette région-là parce que il n'y a pas longtemps, moi, en fait, la majorité de l'histoire, c'était français. C'était le royaume de Savoie, Savoie, et il y avait les noms des vallées, le nom des villes, tout ça, c'était des noms francophones, français. Donc, malgré la traverse là, de ces chaînes de montagnes-là, d'est vers l'ouest, ça s'appelait aussi la Savoie, qui est comme vraiment du côté français vers la Suisse. Oui, mais à l'époque, c'était le royaume de Savoie, mais ça s'est fait, c'est un peu séparé, ça, quand l'Italie s'est unifiée à la fin du 19e siècle. C'est quand même assez récent, tu sais, l'unification de toute l'Italie. L'Italie n'était pas un pays avant la fin 1800. Et à cette époque-là, il y a eu quelques noms qui ont été renommés, mais réellement, la majorité des noms qui ont changé en italien, ça date de pendant la Deuxième Guerre mondiale ou un peu avant. Ça paraît pour la langue aussi? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français là-bas? Bien, ils appellent ça le piémontais, en réalité. Moi, je ne pouvais pas savoir que c'était ça, mais mon ami Pasco, il dit pas la même. C'est un autre dialecte de l'italien, mais un peu comme en France, hein, qui avaient beaucoup de dialectes. Puis même, ils vont parler le provençal en France, dans le sud, évidemment, en Provence, que nous, on ne distinguera pas nécessairement, mais il y a des variétés qui c'est plus que des accents. C'est vraiment un autre dialecte. Donc oui, des deux côtés de la France, dans les vallées, parce que tu peux être dans une vallée, puis c'est très long de passer à la vallée suivante. Fait que ces montagnes-là faisaient que chaque vallée surtout avait à ta vitesse. Un dialecte. Oui, ben moi, ma vitesse, c'est celle de la même qu'au Moyen-Âge. Donc, ça va quand même assez bien.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai exactement la même grandeur qu'un homme du Moyen Âge. Donc, tu ne te pèterais pas la tête dans les cadres de porte du Vieux-Québec? Non, j'adore le vieux monde. C'est une vieille âme. Salutations à nos auditeurs des résidences personnes âgées aussi. Donc, c'est Mussolini qui a fait changer aussi beaucoup de noms en français là, à 1930 et ces années-là. Par exemple, Pinerolo en italien, Pignerol en français, il y a Cuneo qui est Coni, Saluzzo qui est Salus, plein de noms italiens, mais qu'on connaît encore aujourd'hui en français parce que historiquement, ça fait pas si longtemps. On monte ça, pourquoi? Donc, au bout de la vallée du col de la Suze, c'est le Colle delle Finestre. Et ça, es-tu capable de deviner ce que ça veut dire? Hein? Ah, c'est de la finesse incartée. Non, ben t'es très loin. C'est le col de la fenêtre. Oh là là! Et on ne sait pas vraiment pourquoi ça s'appelle comme ça. Il y a la plus grosse forteresse d'Europe qui est pas au bout, mais à quelque part là-dedans. Et donc, on pense peut-être que c'est en l'honneur de la fenêtre que la forteresse, c'était comme... puis c'est la forteresse de Finestré aussi, qui était une fenêtre sur la vallée, ou le fait que, rendu en haut de la vallée, on voit... du col, on voit la vallée au complet, donc peut-être une fenêtre par rapport à ça. Fenêtre sur le monde. Et là, vu qu'on part de Turin, qui n'est pas très haut, là, on a plus de 2000 mètres d'altitude. Là, tu es déjà quasiment monter. 50 km de fête, là, rendu là. Ça s'en vient, là. Non, mais ça part raide. Tu sais, on monte la vallée, tout ça. Puis là, quand ça part à monter, épingle, il y en a 45 sur 18 km de virage, une moyenne de 9%. Puis les 8... Plus que de virages, plus que c'est facile. Ouais, t'as raison. Parce que si tu montes un mont-ski en ligne droite, ça monterait dans le maudit. Eh oui. Mais T-bar avec des S, ça serait spécial un peu. La moitié de ça, après le 8, donc quasiment 20 km sur l'asphalte, après ça 8 km sur des routes de gravier, puis là on voit plus rien, c'est complètement dans la brume, complète. Puis en haut, que notre fenêtre, je vais dire, était très embuée, on voyait pas 8 mètres en avant de nous. Fait pas une double paroi... bien isolé du Québec. Ouais, moi non, on voyait absolument rien. Puis là, tu sais, quand il y a de la brume, là, j'avais l'impression que c'est comme quand l'été, tu es sur une terrasse puis ils te font envoyer de la petite brume là, sur toi, là, puis que là, ça descend tout de 10 degrés. Là, c'était trop rafraîchissant. Ah, là, c'était rafraîchissant maudit. Là, j'ai sorti mes gants de vaisselle, mes gants jaunes, puis j'ai mis tous mes vêtements. Là, mine de rien, t'es à 1700 mètres? Non, 2200. 2200 déjà. Là. Ça, c'est comme deuxième journée. Puis, en moyenne, là, je te dis, ceux qui faisaient le grand départ faisaient 1 à 2 cols par jour. Donc, mettons, imagine 1000 à 3000 mètres de montée par jour. Là, nous, on faisait peut-être 3/4 de cols par jour, ce qui fait que, stupidement, on campait toujours au sommet. Puis, il y a des avantages quand il fait beau, mais quand il fait pas beau... On a eu quelques campings épiques, mais j'arriverai au fait que j'ai eu excessivement froid. Mais là, ça va pas mal. On redescend de l'autre côté, puis je voulais te parler du concept de refuge dans les Alpes. Et il y en a qui sont privés, il y en a qui sont gouvernementaux. Là, lui, en fait, refuge, ça peut s'approcher d'une auberge en réalité, mais... Souvent, ils vont dire avec la pension ou la demi-pension. Est-ce que tu as le repas du soir? Là, est-ce qu'ils te font un lunch pour repartir, le déjeuner? Vas-tu me parler de l'expression? Je sais de quoi? De pension? Non? Oui, ça a un rapport avec ça. Qui dort dîne. Si tu veux dormir, tu dois acheter un repas. C'est vrai? C'est ça que ça veut dire, qui dort dîne. Eh oui. Donc, dans ces refuges-là, si tu voulais dormir, il fallait que tu achètes à manger. Qui dort doit dîner. Eh ben. Et voilà. Ben, merci. Ça fait plaisir. Donc là, on a effectivement dîner, souper, hein? Qui dort soupe. Oui. Puis ce premier-là, c'était privé, ça ressemblait à une auberge. Mais plus tard, on en fera qui sont vraiment plus éloignés. En fait, on dit refuge parce que c'est pas nécessairement à côté d'un chemin où tu peux aller en auto. Souvent, ça va être des chemins qui sont seulement accessibles pour les randonneurs ou les skieurs l'hiver. Ouais, les skieurs de randonnée. Exactement. Mais dans les refuges, donc, là, vous êtes arrêté à plusieurs occasions dans des refuges? Mettons camper la moitié du temps, puis refuge ou auberge. Là, si on redescendait dans une vallée, c'était plutôt auberge. Puis parlant de redescendre, après ça a été notre journée de pluie
extrême. Ça a été la seule journée dans les 2 semaines où il y a vraiment, vraiment plu. Cette journée-là où on redescend de l'autre côté de la vallée des Souza. La Une pluie, autre c'est vallée. presque pire en descente qu'en montée. Là. C'était, Ben, Tu gèles, tu sais, là, j'avais pas installé mes garde-boue, là, puis les garde-boue, c'est vraiment sous-estimé. Hein. Il y a quelques semaines, je me souviens cet été, l'été dernier, je t'ai demandé pourquoi il n'y a pas plus de gens qui ont des garde-boue. Te rappelles-tu ce que tu m'avais répondu? Parce que les gens sont cons! Oui, c'est exactement parce que les gens sont cons. Non, mais vraiment, moi, je suis un fervent croyant dans le garde-boue. Ben, je pars à descendre, là, à 50 mètres, j'avais tout l'arrêt tremble. mouillé jusque dans c'est l'intestin désagréable, grêle. je comprends. Même moi, quand je suis parti récemment là, dans mon voyage, j'ai enlevé mes garde-boue par souci d'économie, peut-être pas de poids, mais c'est parce que je dans pense la juste pour le boîte, transporter ouais. dans la boîte, c'était... J'avais juste à les démonter puis les rassembler, Ouais. là, mais bon, je les ai pas apportés et je les ai regrettés instantanément. Ah non, c'est tu pars, là, puis ça te garoche ça dans le nez, dans la bouche, dans le raie, partout. Surtout là, t'es dans des alpages, puis c'est de... Ouais. Les pieds, tu sais, c'est... la pluie qui tombe, ça va prendre 6 heures avant de rentrer dans tes souliers, Ouais, mais ouais. quand ça rentre par en dessous puis de côté... Bref, j'aurais dû avoir ça, mais j'avais pas pris le temps de les installer encore. Au moins, j'avais mes gants de vaisselle. Et puis on a descendu des heures et Mais des c'est ça le heures problème. de Puis là, en temps. plus, tu descends si t'es dans des sentiers... 50, 60 pendant une éternité. Ben, sentier peut-être, oui, un peu moins au début, mais... moins vite, mais Mais quand une tu fois prends que la t'attrapes route après... l'asphalte, c'est long, c'est long, c'est long. On redescend jusqu'à Pignerol, ou Penerolo. Et là, bon, plus loin sur la route, on est comme sur un chemin secondaire. On croise un énorme torrent. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de pluie dans les journées précédentes. Puis, ça, c'est... On était là en même période, lendemain. puis ils ont fermé des routes à des endroits. Oui, il y a des villages chemins encore qui ont été brisés. qui Moi, ont dans été les autres mangés, vallées ouais. du côté de la France, là. Mais Pasco, lui, c'est un amateur assoiffé d'aventure. Il voit le torrent. Il avait soif. On aurait pu faire un détour de 300 mètres là, pour faire traverser le torrent. Il prend son vélo avec tous ses bagages. Lui j'avais mentionné un vélo de gravel et il avait à peu près presque tout son poids en avant. Et là, j'ai pas mentionné que Pasco, ce qui était très drôle, c'est qu'il avait tout pacté là, pratiquement au centimètre cube près. Et le premier soir, le soir des limaces, on est arrêté à l'épicerie, puis il est sorti de l'épicerie avec sa bouffe, tu sais, pour le lendemain, pour le soir. Avec Puis, pas de place. et là, il nous dit « Ah, les gars, j'ai oublié de prévoir de la place pour la bouffe. » Il est brillant, Pasco. Il est brillant. Il vous a fait transporter sa nourriture. Ouais, fait que qui tu penses qui transportait sa nourriture? Freddy, avec ses sacoches de 70 litres. Il dit, moi, j'ai de la place, pas de trouble, les chums. Et, fait que là, mon Pasco, il arrive en avant du torrent, qui est quand même large. Puis, il a pas l'air si creux que ça. On voit au début les roches. Il rentre là-dedans, il prend pas le temps d'enlever rien sur son vélo. Là, il roule. Ça monte par-dessus son pédalier. Il prend son vélo sur son épaule. On avait à la mi-cuisse, puis gros Fort. courant. Là. Fait que toi, tu n'avais à taille. Ouais, mais Pasco, il est pas grand non plus, Okay. mais quand même. Mais mi-cuisse, là, avec... Faut que Avec tu le courant lèves... de ton vélo, là. Et puis lui, il a encore ses sacoches là, sur son vélo. Là. Et là, à un moment donné, moi, j'essaie de l'aider, tu sais, en prenant des photos de lui pour qu'il ait des souvenirs. Puis, tu vois dans sa face qu'il est comme « Ah, qu'est-ce que j'ai fait? » Tu sais, il a tout son électronique, sa caméra. Il est sûr qu'il va tomber puis qu'il va être emporté dans le courant, puis avec tout mouillé. Il réussit à se retenir, puis là, il passe. Fait que là, ça nous a donné l'idée à nous d'enlever nos sacoches et de faire, Bien sûr, faire des un portage. allers-retours. Là. Ben non, mais écoute. Mais l'aventure, tu sais, c'est ça qui est juste pour... On aurait pu faire... Ça fait des bonnes photos. Oui, c'était vraiment juste pour ça. Puis en arrière, j'ai une des photos des gars qui marchent dans l'eau, qui sortent de l'eau avec leur vélo. Puis en arrière, on voit le Mont Viso, le mont Viso. Après la fenêtre, c'est la vision. Là, ben non, mais je voulais juste mentionner que cette montagne-là, spécifiquement, qui est une montagne italienne, c'est ça, c'est le même sommet. Si on voit la forme du sommet du côté italien, c'est le logo de la Paramount Pictures. Je sais pas pourquoi ils ont pris ça. C'est américain, Paramount? Ouais, mais aucune idée. C'est comme je viens de te dire il y a 4 secondes. C'est de l'appropriation culturelle, ça. Ben, je sais. Moi, ouais. On dort dans un verger. Ce soir-là, entre deux rangs de pommes, ben oui, et autres fruits.
On prend une autre vallée après ça s'appelle la Strada dei Canoni, la route des canons. Ça, c'est des canonniers, là. Ouais, la Strada dei Canaloni, non, la Strada des canons. Et la route s'appelle comme ça parce qu'il l'avait construite pour monter des canons jusqu'à la frontière pour pouvoir défendre la frontière. Ici, j'ai pas mentionné que Freddy était maintenant récemment diagnostiqué sans gluten. Et en Italie, plutôt difficile. Hein, quand tu manges de la pâte et des pizzas et des pâtes, c'est plus difficile. Et là, on arrête dans un tout petit village. Tu sais, à Turin, ça allait, là, son sans gluten, mais là, on arrête dans un minuscule village. C'est une madame, là, c'est chez elle. Et Pasco, heureusement, parle italien, évidemment, explique à la dame, mon ami ici, tu peux pas manger de pâtes, ni... Non, mais il fait juste dire c'est sans gluten, donc si tu as d'autres choses que des pâtes, la madame qui a peut-être 68, je sais pas, mais qui en fait 82, on est tout seul là, dans sa résidence, là, qui est un restaurant de village, et puis sa face était comme, mais non, mais des petites pâtes. Des petites pâtes, regarde, ça n'a pas jamais fait de mal à personne, là. Je sais pas ce que tu me disais que son affaire qui n'existe pas, là, mais petites pâtes. Ton anecdote me rappelle une autre anecdote de quand je voyageais en Asie, hein, brag. Ouais. Mais j'avais un ami qui était allergique à l'ail. Oh! Puis c'est dur à dire. C'est dur à expliquer là-bas, mais eux là-bas, comme pour pas le mettre au défi, mais tu sais, comme dire, OK, ils en mettaient juste pour voir si c'était vrai. C'est comme la petite dame, sans le dire, parce qu'il voulait vraiment voir si c'était vrai. Je sais pas, c'est peut-être... il croyait simplement pas. Mais c'est comme ta petite dame puis ses pâtes, des petites pâtes, là, ça fait pas de mal. Là, mon ami était comme, non. Puis là, il propose, là, parce qu'il dit non, des légumes, des tomates. Il propose qu'est-ce que t'as, là. Mais tu sais, elle... il faut qu'après ça, elle retourne en cuisine, essayer de voir dans le fond de son frigidaire. Elle a amené de la sauce tomate. Elle rapporte 4 rondelles de tomates, puis elle touche Freddy sur l'épaule, puis elle dit « Je reviens avec le pain. » qui est un autre truc, évidemment, qu'il ne peut pas manger. Tu sais, mais c'est tellement compliqué d'essayer d'expliquer ça dans c'est générationnel aussi, dans le sens, je ne sais pas à quel point ça existait dans ce temps-là où les gens ils se contentaient d'être malades puis ils ne savaient pas pourquoi. Là. À l'époque de la dame peut-être, ouais, c'est ça. T'avais mal au ventre, puis mais toute la journée, cette journée-là, Freddy aussi ramasse des énormes champignons, hein, avec la pluie qu'il y avait eu, puis sur le bord, il en spottait, puis vu qu'il était en avant de nous, de toute façon, son Bianchi 2002. Avec beaucoup de place pour ranger des champignons. Oui, je te dis, une de ses sacoches était remplie d'énormes champignons. Puis plus tard, en France, on va voir que chacun de ces champignons-là qu'il avait ramassé et qui avait cuit, là, qui avait mangé. Il transporte, puis... Il s'était vendu 20 ou 30 € le champignon. Voyons. Fait que ce soir-là, le Freddy il a cuisiné comme l'équivalent de 150 € de champignons à notre camping sur la falaise. C'était un des plus beaux campings de ma vie. Tu sais, imagine... c'est pas falaise 90 degrés, là, mais quand même un bon angle avec un peu sur le bord de la route, un terre-plein où là, on peut mettre notre... Juste assez plat pour mettre ta tente. Ouais, j'avais mis ça sur... il faut être prudent pour aller faire pipi avec les limaces. Puis non, là, il n'y avait plus rien. Là, on était bien. Là. Il y avait juste des vaches au loin avec leurs cloches. Les sons de cloches incessants. C'était magnifique. J'avais mis ça, puis le coucher de soleil. Avec moi, j'adore quand les montagnes font des plis, là, puis tu vois 6-7 rangées de montagnes en arrière. J'avais mis une vidéo de drone de ça sur mes réseaux sociaux, puis... Il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais là, t'es proche de la route, t'as pas les autos. » Je suis comme « Crème, il y a eu une mini-camionnette en genre 18 heures là, qu'on était là. » Ou peut-être pas 18 heures, mais à l'heure qu'on se lève, c'était quand même long. Après ça, on fait une section, puis là, je t'ai parlé du Petit Pérou, là, on est rendu là. C'est le Altopiano de la Gardetta. Et là, on est loin. Là. Les routes, ça veut dire d'où, ça? Alto, oui, ça en fait, oui, mais ça veut dire comme un piano. Hein. Un piano, ça veut dire... Le vrai nom du piano, de l'instrument, c'est piano forte, qui veut dire doux fort. Et c'était inventé parce que c'était le premier instrument par opposition, par exemple, au clavecin, où que tu peux jouer des petites notes et des notes fortes. Mais ça veut dire aussi plat. Donc, alto piano, c'est comme l'altiplano en Amérique du Sud. C'est un plateau qui est en altitude.
Ça monte et ça descend quand même, mais grosso modo, là, au moins, tu ne montes pas à 10 tout le temps. Magnifique, magnifique. Tu as l'impression, tu suis la frontière avec la France, là, mais ça, c'est éloigné. Ça n'a pas été développé encore, vraiment. Là. Puis tu as l'impression, le revêtement de la route, mauvais. Tu avais l'impression d'être au Tadjikistan. Ouais, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être le Québec. Puis ouais. Puis au nord, en haut, on voit beaucoup de bunkers aussi. C'est relativement récent. C'est impressionnant, ça, quand tu es sur les frontières comme ça. Hein. Tu te promènes, tu te dis, c'est quoi ça? Tu es au milieu de nulle part. Ouais, là, tu vois un genre d'affaire carrée qui détonne avec les triangles des montagnes. Puis c'est des bunkers. C'était des trucs de Première, Deuxième Guerre mondiale qui avaient été vraiment construits à la frontière. À plusieurs endroits comme ça, il y a des tuyaux de métal qui sortent du sol. Et c'est parce qu'il y a des bunkers souterrains. Ah ouais, non, j'ai pas vu. Là, tu te promènes, t'es nulle part, il n'y a que de la roche. Puis là, il y a un bout de tuyau qui sort là-bas. Puis c'est parce que probablement qu'en dessous, il y a des tunnels, toutes sortes de trucs comme ça. C'était vraiment, c'est sur les frontières comme ça que c'était particulier. Redescente, prochaine vallée. À chaque fois, on a un bout en gravelle en haut de la montagne, retrouve un peu l'asphalte en dessous de la vallée, on remonte, puis éventuellement, la gravelle recommence aussi. Là, on est rendu plus au sud, dans un village ou mini-ville qui s'appelle Limone Piemonte. On remonte ça, et là, c'est là. C'est là, mon Ben, la nuit la plus froide de ma vie. De sa vie, mesdames, messieurs. 1900 mètres d'altitude, mais un vent extrême qui semble canalisé par les montagnes. Je sais pas, là, c'est comme... C'est canalisé par les montagnes. Ben, tu l'as dit. Ça semble pas. J'ai regardé combien il faisait sur des météo-médias ou autres, là, et c'était juste, entre guillemets, -5. Puis il n'a pas neigé. Mais je t'ai montré après une photo. 2 jours après qu'on soit passé, il y a eu genre un 20 cm de neige. Oh, oui, j'ai des amis qui ont fait cette traversée, la traversée des Alpes, qui a eu, comme tu parles, de la neige, mais solide. Là. La raison que j'ai aussi froid, c'est que moi, j'avais lu quelque part que dans un voyage, si tu n'as pas une journée, que tu ne portes pas tout ce que tu as à porter comme vêtements en même temps, tu as trop à porter de stock. Ouais. Mais le problème, là, c'est que moi, la deuxième nuit, celle au refuge, j'avais déjà tout porté ce que j'avais. Puis j'étais à l'intérieur. Et là, je te dirais, à -5, mon petit manteau, là, coupe-vent, tout ça, il faisait pas la job. Puis ma tente était majoritairement en moustiquaire. Donc, le vent rentrait dedans à fond la caisse. J'avais un sac de couchage pas si chaud que ça parce que je voulais sauver 80 grammes. Ouais. Mon gars, je faisais des cauchemars. Je revenais. Là, j'étais encore dans un cauchemar. Tu sais, c'était t'as beau te mettre en plus petite boule encore, puis plus petite boule encore, ça marche plus. Tu te réchauffes plus. J'avais tellement froid aux pieds. À un moment donné, je voulais aller dans la tente à Freddy qui était à côté de moi, puis j'entendais les gars autour qui bougeaient, qui tournaient, puis honnêtement, là, j'avais peur que le lendemain matin, il y en ait un de nous trois qui se réveille pas. Mort de froid? Peut-être pas mort. Là, à ce point-là? Parce que, tu sais, quand tu vois... tu te lèves, tu bouges un peu, là. Je veux dire, tu vas te jogger sur place. Non, j'avais pas la force. Ouais. J'ai juste... Tu te fais une soupe, quelque chose? On a mangé les trois dans la tente à Freddy, là. Puis j'avais mon pot. Tu sais, le pot avec le rond de métal en dessous qui avait fait chauffer nos bines, là, je m'y suis mis direct sur mes pieds puis je ne sentais rien. D'ailleurs, avais-tu une bouteille là, de type Nalgène ou un truc comme ça? Tu connais le truc de faire bouillir de l'eau? Non, je n'avais pas ça. J'avais rien, Ben. Je te dis, je n'étais pas préparé pour ça parce que moi, j'avais lu combien qu'il était supposé faire, puis il faisait plus froid que prévu. Puis j'avais pas prévu qu'on était pour camper à 2 pieds du sommet du col. Mais là, on a monté jusque-là parce qu'il y avait une ancienne énorme forteresse. Fait qu'on s'est dit, on va pas camper sur le bord de la route avec le vent, tout ça. On va essayer de monter jusqu'à la forteresse. Puis là, il faisait noir ou presque, là. Tu sais, quand on est arrivé, il restait quelques lueurs. Mais la forteresse bloquait pas le vent. Elle était tellement en ruine que justement, le vent canalisait dedans puis accélérait vu que ça se rapetissait. Et là, on essayait de trouver où ça descendait un peu, là, une espèce de bol pour avoir le vent qui nous passe un peu plus par-dessus la tête. Mais dans la nuit, là, j'ai essayé de crier à Freddy, est-ce que je peux venir dans ta tente? Puis ça sortait... Il y a du frima qui sortait de sa voix. Non, mais ça sortait vraiment... Freddy... Ça, c'est parce que tu avais la grippe, là, ou tu avais déjà la voix un peu maillonnée? Effectivement, là, mais
J'avais pas la force. Puis Mais faire bouillir de l'eau, mettre ça dans ses bouteilles. Ben, ta bouteille, ton bidon de vélo, peu importe. Puis tu te colles ça non, sur j'aurais toi. pu. Mais écoute, la seule chose qui me restait, c'était ma serviette, là, tu sais, les petites serviettes qui sèchent bien vite, que j'aurais pu me mettre par-dessus mon sac de couchage. Puis mon sac de couchage... Le facteur R de cette couverture est très moche. Non, j'étais pas capable de... Ouais, R, la lettre R, là. À 2h du matin, j'ai trouvé la force de zipper mon imperméable. Bon, c'est là qu'il y pense. Par-dessus mes pieds. Ça a fait une différence. J'ai commencé à avoir un petit peu plus chaud. Puis là, je me suis mis à stresser. À 3h du matin, j'ai zippé mon sleeping bag. Non. Mais là, quand j'ai commencé à avoir marginalement plus chaud... Le soleil sortait. Non, je me suis mis à être encore plus stressé parce que, tu sais, en hypothermie, là, tu dis, tu sais, des fois, tu lis, il a été retrouvé tout nu dans la neige, là, parce que quand tu viens que t'as trop froid. Tu viens fou, t'enlèves tes vêtements. T'es comme, j'ai chaud, puis là, je vais aller marcher. Jonathan pensait à se déshabiller. J'étais comme, hey, comment tu fais pour savoir que ton cerveau, il fonctionne plus comme il faut? T'es allé là faire honte à nous, Canadiens, Québécois, francophones d'Amérique du Nord, qui sommes réputés pour résister au froid. Les Européens, ils pensent on n'a jamais froid. Là, toi, t'as eu froid à moins 5 degrés. J'avais pas mon gras brun encore d'hiver. qui est une vraie chose. Hein? Oui. La raison qu'on a moins froid en hiver, c'est parce que notre gras... il change de couleur. Du gras, je sais pas, là, il s'appelle du gras brun. Tu sais, c'est comme on devient... J'ai eu des enfants, je sais c'est quoi le gras de bébé puis les histoires de gras. Non, mais du gras brun, tu sais c'est quoi? Ben, j'ai eu des bébés et on en parle dans les livres de bébés. OK, all right. C'est pour ça qu'ils peuvent flotter facilement. Puis toute la écoute, on tortille les trois dans la nuit comme... C'était dans mes os. Le matin, là, les gars bougent. On a tout dormi, le monde est vivant. On a dormi genre 2 heures, les trois cumulés ensemble, ce qui te dit que le lendemain, on a Mais la force du nombre, vous n'avez pas pensé à vous mettre toutes les trois dans le même temps? J'arrive à ça pour la prochaine nuit. Puis, tout le monde avait hâte de dormir tout le monde ensemble. Pasco me dit « I slept like a shit in the snow ». J'ai regardé... D'où l'expression être gelé comme une crotte? Ben, c'est à peu près ça. Ça existe dans différentes cultures. Apparemment. On continue le lendemain pacté. On pacte ça quand même assez vite, là, puis on va déjeuner plus loin. Là, mais après ça, on fait la Via del Sale, la route du sel. Puis ça, encore là, historiquement, c'était une route qui est empruntée par les gens qui partaient de la Méditerranée puis qui rentraient du sel, mais incognito, en contrebande à travers les montagnes. Puis donc, cette route-là n'est pas développée. Très, très populaire aujourd'hui pour les motocross et les gros 4x4. Là, pour faire les vélos. De la garnotte. Ça coûte quelque chose comme 20 ou 25 ou 30 euros là, pour ces machines à moteur du diable et 1 euro pour les vélos, ce qui est très blood de la part des Italiens. Mais... il y a 2 journées par semaine qui sont fermées aux véhicules à moteur. Malheureusement, pas les journées où... Que toi, tu pensais. Ouais, c'est ça. Mais la Via del Sale, donc les gens rentraient là avec beaucoup, beaucoup de sel et allaient le vendre ailleurs dans le pays en contrebande parce qu'il y avait un monopole sur la vente du sel. Il y avait des taxes. D'où une facture salée. Oui. Peut-être. Ben, peut-être. Je sais pas, mais chapeau. Ce soir-là, donc on fait... encore là, ça ressemble un peu à une espèce de plateau, là, up-down. On arrive à un refuge. Là, il est vraiment... Ça, c'est un refuge complètement reculé. Là. Il y a juste des gens en vélo ou à pied qui sont là ce soir-là. Et... Est-ce qu'il y a des tenanciers? Est-ce que c'est... Oui, il y a quelqu'un qui s'en occupe par quand même. une famille. Ce que j'ai compris pour ce type de refuge-là, ne sont pas propriétaires. Pascal nous racontait que pour certains de ces refuges-là de montagne, ils font une espèce de loterie et tu donnes ton nom. Et tu peux gagner le fait de, passer l'été là et t'en occuper. Et donc, après ça, tu peux prendre les profits. Donc, tu t'arranges pour en faire une bonne affaire et ramasser les profits. Mais tu as la responsabilité d'offrir un service. Tu es tenancier du refuge italien de cet endroit-là. Ouais, et là, lui... C'était une journée de fin de semaine. Tout le monde avait réservé, sauf nous. Là, il y a un petit endroit où on peut dormir en camping après, mais là, vu que j'avais une tente de 2 personnes, j'ai dit, Pasco, ce soir, tu viens dormir pas en cuillère, mais en couteau, je sais pas. On était, tête à pied, là, donc au moins, on se respirait pas d'en face. Et j'avais vu une grosse couverte de laine qui était en train d'être séchée
dehors, en fait, qui était déjà sèche et que j'ai décidé d'emprunter pour la nuit. Subtilisé pour la nuit. Ouais, qui était supposé être sur les lits à l'intérieur, mais j'ose espérer que je ne l'ai pas enlevé à personne et qu'il y a quelqu'un qui en avait de surplus. Je prends ça, je rentre ça dans mon sac, je le stuff et là, je reviens. Hey, on était heureux. 2 sacs de couchage, on s'est collés comme 2 saucisses. Fritz qui gèle sa vie de l'autre côté. Moi, mais Fritz, il y avait plus de stock que nous, qui était moins... on était trop ultra light à 70 livres. Là, avec la couverte par-dessus, dès le début de la nuit, je zippe mon manteau par-dessus mes pieds. Ça ronflait gaiement. C'est là où on était mieux. Le lendemain, Freddy dit « Ouais, il faisait encore froid cette nuit. » Toutes ces aventures, ça fait combien de nuits que vous êtes partis? Combien de jours? Au total, c'est 2 semaines. On arrive à la fin. On arrive vers la fin. Là. Mettons, ça, mine de rien, les premières... de jours, 8 jours. Bon, souvent, les premières journées ou soirées en camping, on dort moins bien, le temps de s'habituer. Fait que malgré ça, là, tu commençais... Tu sais, des fois, on dort moins bien. Première nuit de camping, t'es comment? T'as entendu des bruits. Ça me dérange deuxième, pas, ça va mieux. Puis... La première nuit, pourquoi j'avais moins bien dormi, c'est quand c'est humide puis il fait plus chaud. Mais et qu'il y a des limaces. Tu sais, quand c'est froid... Puis là, en plus, en fait, moi j'adore dormir en camping, mais si je peux avoir ma douche. Puis là, au refuge... Ce qui se transporte mal dans une tente 2 places. Non, mais il y a toujours moyen d'improviser. S'il y a un lac, s'il y a un peu d'eau, juste le fait de te débarbouiller un peu avec plus d'eau qu'une serviette ensemble humide. Dans ton sleeping bag, c'est jamais trippant. C'est ça qui est dégueulasse, là. Mais là, dans le refuge, vu que l'eau est quand même limitée, on a, mettons, 3 minutes de douche, mais c'est suffisant. Pour enlever la poussière du jour, puis après ça, t'es comme rafraîchi, tu peux bien dormir. Puis la nuit, si t'es enveloppé, puis il fait pas humide, puis il fait pas chaud, tu peux bien dormir dans ta tente quand même. On termine, on redescend. La Via del Sale, à un moment donné, ça redescend du côté français. Et là, on arrive à là, je vais te parler de la descente de Freddy qu'on entendait à 5 km J'ai vu passer à la ronde. Des images de ça sur les médias sociaux. Parce que je t'ai pas mentionné que Freddy n'a pas de frein à disque, il y a des freins à jantes et c'est des freins hydrauliques. Est-ce que tu te rappelles? Les HS22 de Magura. Oui, je pense que j'ai ça encore sur certains de mes vélos. Ça détruisait les jantes parce que c'était ultra puissant. Ouais. Et à cette époque, les gens se souviendront peut-être des fers à cheval qu'on mettait sur les vélos, sur les cadres, pour empêcher le cadre d'ouvrir, un brake booster. Oui, parce que c'était trop fort. Hein? C'était trop fort. Donc, le cadre sortait vers l'extérieur, qui enlevait de la pression sur la jante. Il y avait ça sur son vélo. C'est rare maintenant, je dirais. Et que ça fait... tout le long de la descente, puis ça cognait. C'est une longue descente de vélo de montagne, mais chargé comme des mulets. Avec tout son gramment qui pend, qui saute, qui débarque. Je sais pas comment. Il n'y a rien brisé. Il n'y a rien brisé sur son vélo. Pas de rayon. Il y avait des pédales en plastique. Première chose, t'enlèves sur ton vélo. Ben non, lui, des pédales en plastique qui dataient de 25 ans. On arrive à La Brigue, en France, puis je veux te mentionner que La Brigue est la commune voisine. On nous a dit là-bas que c'est les 2 municipalités françaises qui ont voté en 1947, ils étaient italiennes, et ils ont voté par référendum pour devenir français. Puis en fait, c'était complètement niveau économique. Parce que, puis on le voit, là, quand on descend du côté français, là, soudainement, la route devient beaucoup plus belle. J'imagine que post-guerre aussi, on dit, bon, l'Italie vient de perdre la guerre. C'est ça, on peut être moins investi dans l'asphalte. Peut-être avoir un peu plus d'argent du côté de la France. Ils ont changé de côté, puis de toute façon, leur culture était franco-italienne. De toute façon, encore aujourd'hui, c'est à peu près mélangé. Et fait qu'on débarque là, après ça, on arrive sur la côte, puis là, on suit, bon, tu sais, il y a Menton. On commence à sentir la mer. Oui, puis là, un peu plus chaud, on se réchauffe, on a l'air des réfugiés, mon gars. On est arrêté sur le bord de l'eau, puis on fait sécher nos tentes, puis notre patente, puis on mange, tu sais, direct assis à terre, puis on n'a pas lavé nos vêtements, ça fait 2 semaines. Les gens, je veux dire, nous approchaient pas tant que ça. On traverse, juste pour avoir un pays de plus dans ma liste, on traverse Monaco, failli laisser notre peau. Avec les voitures qui font la course dans la rue? Ben non, mais quasiment. Un tunnel, ça te passe à côté de la tête, c'est pas fait pour les vélos. Il y a vraiment des vibreurs sur les côtés. C'est des quoi? Les vibreurs.
Qu'est-ce? Les trucs blancs et rouges, là. C'est des vibreurs, c'est Ah, pour dire que pour, t'es en train de sortir de la rue. Je suis pas un c'était- fan de F1, là, mais tu sais, Ouais. c'est ça. C'est Oui, des oui, vibreurs. oui. Non, mais c'était Et c'est vraiment dans la rue, dans les tunnels, où est-ce qu'il y a la course. Très dangereux à vélo. En tout cas, par où on est passé, là, il y avait peut-être quelque chose de mieux, mais pour nous... Il y a peu d'options, en fait, là. Pour y être déjà allé, il y a peu d'options. Écoute, il faut que tu te rendes. Tellement développé. Puis tu vois, il y a des bateaux dans le port, là, je sais pas combien de dizaines de millions que ça vaut par bateau, puis tu réalises que... Anecdote, ils ont même fait j'ai pas une d'autres... scène. ils ont fait d'autres quais Ouais. pour- Ah parce oui, qu'il y a oui, plus assez de oui, place. plus loin, hein, tu me dis. à Monaco pour mettre les bateaux des gens Ouais. pauvres et célèbres. Puis, donc, ils en ont fait du côté italien, puis là, il faut qu'ils fassent des navettes en hélicoptère, les pauvres, Ah ouais. pour aller Ah rechercher ouais. leur bateau. Ben nous, on fait une navette, après ça, jusqu'à Nice, pas loin, en vélo. Puis là, on arrive à notre point d'arrivée, tu sais, là, petit party, les gars, on a dit, on fait la fête. 8 heures, on était couchés. Brûlé ben raide. Le lendemain, mes deux chumés européens, ils retournaient à Turin. Autobus. Trains, eux, différents trains, parce que c'est plus facile, hein. Avec le vélo, là, t'as plus de chances que ça fonctionne. Avec en le train? Ouais. OK. Puis que l'autobus, tu sais jamais vraiment exactement. Là, parce que en plus, c'est limité. Fait que s'ils sont deux, puis si, mettons, il y a 2 autres personnes, là, il va peut-être dire il y a juste de la place pour 2 vélos, puis bonne chance. Train, ça risque pas d'arriver. Et là, moi, je me trouve une boîte. Mais ça, C'est facile de trouver des boîtes? Ben, je sais pas. Ça m'a coûté 20 €. Finalement, j'ai acheté une paire de gants. Je déteste ça. Là. Tu sais, ils disent 20 €. Ça, là, je te l'avais compté. Ça me fâche. J'arrive dans un magasin de vélo. Ça va être 20 € la boîte en carton. Là, il y en a 8 sur le bord de la rue. Ben, il y en avait dehors il les sur le bord de brise la par rue. exprès pour être sûr que tu la récupères pas. Il l'avait coupé la boîte Ben ouais. juste pour pas que Ça, c'est personne c'est juste malheureux, ça. Fait que là, il me dit, mais si t'achètes de quoi? Que là, j'essaie d'acheter l'affaire plus ou moins la moins chère dans le magasin pour pas payer ma boîte. J'ai mis ça, retourner au Canada, mon vieux, puis je te raconte ça. Ça passe si vite, des longs week-ends de 2 semaines. Écoute, est-ce que j'ai des conseils? As-tu Quelques des conseils conseils pour à une donner, route similaire, une route de montagne. Vraiment, là, tu peux avoir le GPX pour cette route-là. C'est magnifique. Ça vaut la peine de le faire. Si tu peux suivre ça. Apporter un manteau de duvet, ça aurait été pertinent, peu importe la saison. Hein. On n'imagine pas que quand tu montes à 2000, 2500, c'est pas mal plus froid. Garde-boue, je l'ai mentionné, sous-estimé. Tu as juste besoin de t'en servir une journée, puis ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Ça vaut la peine pour la journée. Ouais, pour les 4 heures qu'il va pleuvoir ben raide, là, ça va te sauver. Parce qu'après, faire sécher tes trucs, c'est long. Hein. Et dernier conseil, les pneus les plus larges possibles. Tu sais, ça se fait, on l'a mentionné, ça se fait avec n'importe quel vélo. Freddy l'a prouvé, il est sorti vivant de là. Courbaturé, mais vivant. Ça te ralentira pas, là, des pneus plus larges. De toute façon, tu iras pas si vite que ça. Non, mais ça va absorber beaucoup plus, ça va être plus confortable. Alors, le plus large que ton cadre le permet. Exact. C'était mon Turin-Nice, mon Benoît. Ça a l'air le fun? Ben, je le conseille. On va clore ici ce chapitre. Et nous prenons vos commentaires et vos questions. Ben, comment te joint-on? On peut me joindre au @Espresso Sport. Et je suis disponible au @Jonathan Berrois. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques. Ah!